Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un des bilans les plus prescrits dans la pratique médicale. C'est le bilan hépatique. Alors l'intitulé du cours d'aujourd'hui c'est l'exploration fonctionnelle du foie. Donc comme vous le savez déjà que le foie a de multiples fonctions vitales pour l'organisme. En premier lieu, le foie est un lieu de synthèse de stockage dans le stockage du glucose sous forme de glycogène. La synthèse de particules lipoprotéiques, la synthèse de protéines dans l'albumine qu'on a vu, il est synthétisé au niveau du foie, et la plupart des globulines sont synthétisées au niveau du foie. Donc les protéines plasmatiques, que ce soit l'albumine ou les globulines plasmatiques, sont synthétisées au niveau du foie. Donc les hormones stéroïdiennes aussi, stockage de la vitamine A et de certains groupes du vitamine B. En deuxième lieu, le foie joue un rôle très important, c'est le rôle d'excrétion biliaire, voilà, en produisant la bilirubine, les pigments biliaires et les acides biliaires et sels. Donc, il va les sécréter dans la bile. Et puis, il y a un rôle plus important aussi, d'une importance capitale, c'est la détoxification de l'organisme. Le foie détoxifie l'organisme d'un grand nombre de substances endogènes dites entre parenthèses toxiques, comme l'ammoniac, dont on a vu donc dans le cours, et qui est pris en charge au niveau du foie sous forme de glutamine et qui va vers les reins pour subir l'action de la glutaminase pour libérer l'ammoniac pour être excrété. Non seulement la détoxification, mais aussi la détoxification des xénobiotiques, des médicaments, voilà. Donc, juste dans cette petite introduction, vous voyez le rôle important du foie et que la biologie médicale ou la biochimie tient une place particulièrement importante dans l'exploration en général de la fonction hépatique. Alors, euh, comme objectif principal ou objectif général, euh, il faut à la fin du cours savoir diagnostiquer sur le plan biochimique les grands syndromes de la pathologie hépatique. Pour répondre à cet objectif général, nous allons voir la fonction excrétobiliaire du foie. Nous allons voir la cytolyse hépatique, l'insuffisance hépatocellulaire, donc comment l'explorer, et puis les cancers du foie, et puis application, une petite application grande pathologie hépatique. Voilà, donc juste voilà, un petit tableau qui rappelle les fonctions principales du foie et on voit que le foie c'est un organe magique où on a qui assure beaucoup de fonctions. Donc le métabolisme glycidique, métabolisme lipidique, tout ça on l'a vu dans le cours de biochimie métabolique, le métabolisme protidique, le métabolisme hormonal, voilà l'hydroxylation, comme on vient de le voir, de la 25-hydroxyvitamine D, la transformation ou la détoxification ou la biotransformation des xénobiotiques, que ce soit médicaments, substances étrangères et autres, l'excrétion, métabolisme et excrétion, et puis le stockage de glycogène, de vitamine A, vitamine B, surtout vitamine B12, le fer, qu'on vient de voir sous forme de ferritine, et puis métabolisme et excrétion de la bilirubine. Donc on voit que
le foie vraiment joue un rôle très important. Donc, le foie, il est alimenté par chaque minute par plus de 1,5 litre de sang et possède, puisqu'on a vu, des fonctions importantes, plusieurs fonctions importantes, vitales pour notre organisme. Il possède un large équipement enzymatique pour assurer ses fonctions. On le répète, synthèse, détoxification et fonction exocrine. D'accord? Ce qu'on voit, donc, la biosynthèse, le stockage, la transformation, la détoxification, la biotransformation, et puis la libération du l'excrétion, la fonction excrétoire sous forme de bile. Donc la bile, donc voilà, on va euh, explorer les grands syndromes de la pathologie hépatique. Donc à la fin du cours, vous devez savoir comment explorer la cholestase, la cytolyse et l'insuffisance hépatique. Alors on va commencer par explorer le cholestase par la fonction excréto-biliaire. Donc la cholestase, la fonction excréto-biliaire. Donc bon, en général, l'exploration de la fonction excréto-biliaire permet de mettre en évidence l'origine de l'ictère qu'on voit sur les téguments, sur la peau et les muqueuses en général. Et c'est dû au blocage de la libération de la bile. Donc, cholestase. Et puis, c'est ictère donc, qui va se manifester par l'accumulation de la bilirubine dans le sang, dans la peau et les muqueuses par blocage de l'élimination de la bile. Cette exploration donc va nous permettre de mettre en évidence la cholestase et son origine. Donc on va voir. Donc la synthèse de la bile par l'hépatocyte, c'est 1 litre par jour. On voit que la bile vésiculaire, il est plus concentré en eau, en sel biliaire et bilirubine. Donc on va voir le métabolisme de cholestérol aussi, les cytines. On va commencer par explorer le métabolisme de la bilirubine. Bilirubine, c'est 500 micromoles par jour chez l'adulte. Il a deux origines, principalement, c'est la dégradation de l'hème de l'hémoglobine. 10% issus d'hème non érythropoïétique contenus dans la myoglobine, les catalases, les cytochromes et ainsi de suite. Donc, en raison de la bilirubine donc libre, en raison de nombreuses liaisons hydrogènes internes masquant les groupements hydrophiles, la molécule native ou ce qu'on appelle non conjuguée est très peu soluble en milieu aqueux. Donc on va voir qu'il sera transporté par l'albumine. Donc il sera transporté par l'albumine. Donc la bilirubine libre sera transportée par l'albumine. Donc cette bilirubine, elle est par ailleurs elle est très sensible à l'action de la lumière. Il va donner des isomérisations, des oxydations. Donc, ce sont des propriétés qu'on utilise pour le traitement de l'ictère à bilirubine non conjuguée. On va voir ce que ça veut dire bilirubine conjuguée, bilirubine non conjuguée. On va la traiter par photothérapie. Alors, l'hème, comme vous voyez ici, bon, on connaît la structure de l'hème maintenant, on la vient en biochimie structurale. Il est transformé dans les hépatocytes en mono et des glycuronides polaires éliminés dans la bile. Donc, on va commencer par l'hème. Donc, vous voyez la structure tétrapyrolique de l'hème. Il y a ouverture des cycles. Et sous l'action de l'hème oxygénase,
Alors, donc on a l'hème, on voit la structure tétrapérolique, hein, il y a ouverture des cycles, et sous l'action de l'hème oxygénase, on aura l'oxydation en biliverdine. La biliverdine, sous l'action de la biliverdine réductase, va nous donner la bilirubine libre, ou qu'on appelle bilirubine non conjuguée. Cette bilirubine libre et non conjuguée, qu'on a dit qu'il est peu soluble, et il est liposoluble et il est toxique. Et il a un tropisme pour les noyaux gris. Il va donner ce qu'on appelle une encéphalopathie bilirubinique. Donc, la bilirubine libre est toxique, donc il est liposoluble. Donc, euh, pour éviter cette toxicité, il est pris en charge. Donc, l'hème, il est dégradé, je ne l'ai pas rappelé, il est dégradé par le système réticulo-endothélial ou réticulo-histiocytaire au niveau de la rate. Et voilà, il est dégradé, euh, l'hème est dégradé jusqu'à la forme bilirubine, une bilirubine libre. Donc, l'hème, ouverture du cycle, va donner sous l'action de l'hème oxygénase la biliverdine. Et puis la biliverdine, sous l'action d'une réductase, va donner la bilirubine. Donc va donner de la bilirubine, ça se passe au niveau de la rate. À partir de la rate vers le foie, et puisque la bilirubine elle est toxique, il va être prise en charge par l'albumine. L'albumine va la transporter. Quand la concentration en bilirubine elle est importante, elle dépasse la capacité de transport de l'albumine, on aura une euh, encéphalopathie bilirubinique, il y aura un tropisme, la bilirubine non conjuguée, elle est toxique, elle est liposoluble, et elle a un tropisme pour les noyaux gris, et on aura ce qu'on appelle une encéphalopathie bilirubinique. Donc c'est le bilirubine non conjugué, libre. Donc quand la capacité de transport du bilirubine est dépassée. Donc en général, la bilirubine non conjuguée, libre, est transportée par l'albumine. Donc quand il est transporté par l'albumine au niveau du foie, il va subir une conjugaison. Elle va subir une conjugaison. Donc la bilirubine, elle est transformée dans les hépatocytes en monoglycuronide polaire éliminée dans la bile, soit en bilirubine associée à ce qu'on appelle glycuro-conjuguée. C'est une bilirubine conjuguée aussi, on l'appelle. C'est une bilirubine glycuro-conjuguée. Voilà, et qu'on appelle bilirubine conjuguée. Ici, bilirubine non conjuguée. Donc la bilirubine va subir l'action d'une glycuronyle transférase qui va transformer un acide glycuronique sur la bilirubine, va donner bilirubine glycurono-conjuguée. Voilà, et soit en mono ou en diglycuronide, ils vont être éliminés dans les voies biliaires. Donc en général, voilà, et une fois ils sont éliminés, on a bilirubine conjuguée. Bilirubine conjuguée, ici, il est hydrosoluble. Donc il est hydrosoluble et il peut être libéré dans les canalicules biliaires et puis dans le duodénum. Voilà. Donc et au niveau de l'intestin, alors, voilà, la bilirubine conjuguée va être libérée au niveau du duodénum. Donc la première partie de la bilirubine va subir une hydrolyse bactérienne puis réabsorption via le cycle entérohépatique de la bilirubine, mais la majorité transformée par les bactéries intestinales en hérobilinogène ou stercobilinogène. Donc la bilirubine conjuguée, une fois il est libéré au niveau de l'intestin, il est transformé en dihydrobilirubine, mésobilirubine et en
urobilinogène excrété dans les urines sous forme d'urobiline, ou sterco, la mésobilirubine est transformée en stercobilinogène qui est oxydé en stercobiline éliminée dans les selles. Donc c'est les pigments biliaires. Voilà, comme ça, la bilirubine, elle est excrétée. Donc si on veut récapituler, donc la bilirubine, elle a comme origine le catabolisme de l'hème. L'hème, elle a plusieurs origines. Principalement, c'est l'hémoglobine des hématies circulante et sénescente, détruite dans le système réticulo-endothélial au niveau de la rate, où on a l'hémoglobine de l'érythropoïèse inefficace au niveau de la moelle osseuse, ou les enzymes héminiques des hépatocytes. Donc, tous ces composés vont donner de la bilirubine non conjuguée après l'action de l'hème oxygénase et de la biliverdine réductase qui va donner de la bilirubine non conjuguée. C'est une bilirubine qui est non conjuguée. Captation après transport par l'albumine, captation au niveau du foie par les hépatocytes, puis glycuronoconjugaison selon la réaction qu'on a vue, mono ou di. Il va donner de la bilirubine conjuguée. Maintenant, la bilirubine conjuguée, elle est hydrosoluble. Voilà, excrétion dans les voies biliaires, puis passage dans l'intestin. On aura de bilirubine conjuguée, on va subir une déconjugaison, hydrolyse, puis réduction va donner l'urobilinogène et la stercobilinogène, et qui est éliminé après oxydation sous forme de stercobiline dans les selles ou urobiline. Une partie va subir ce qu'on appelle va subir une réabsorption et un retour au niveau retour au foie via la circulation entéro-hépatique. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Ils vont revenir au niveau du foie, voilà, et vont subir le même circuit. Donc une partie de l'hérobilinogène sera éliminée dans les reins sous forme de hérobiline. Voilà en guise de résumé de la dégradation ou de la synthèse du catabolisme de l'hème. Voilà un petit résumé sur le catabolisme de l'hème. Après, on a le métabolisme des acides biliaires. Les acides biliaires, formation à partir du cholestérol, soit synthétisé par le foie ou autre. 60% du cholestérol formé quotidiennement est oxydé en acide cholique et quinodésoxycholique, qui sont les acides biliaires primaires, et qui vont être conjugués à la taurine, conjugués. Il va subir une conjugaison à la taurine et à la glycine et excrétion dans la bile sous forme de sel biliaire. Donc, dans le côlon, les acides biliaires secondaires, l'acide létocholique et l'acide désoxycholique. Donc, le rôle, c'est en général dans la solubilisation de cholestérol et des autres lipides, surtout que des vitamines liposolubles que vous connaissez, les caïdes, K, A, E et D. Donc 90% des selles vont subir une réabsorption et un cycle entéro-hépatique. Après, on va voir l'exploration de la fonction excrétobiliaire. Donc le dosage de la bilirubine. Donc on a les fractions. On a dans le sang peut exister, la bilirubine peut exister sous deux formes. La bilirubine non conjuguée, c'est la bilirubine avant d'atteindre le foie. Donc c'est une bilirubine qui est non conjuguée. Et on a dit que cette bilirubine, elle est toxique, elle est liposoluble, elle est toxique. La bilirubine conjuguée, elle est hydrosoluble, elle est éliminée dans les voies biliaires, synthèse au niveau hépatique.
Normalement, on ne doit pas trouver de bilirubine conjugué, zéro, mais on a delta bilirubine lié à l'albumine de manière covalente. C'est quoi le delta bilirubine? Dans les cholestases, la bilirubine conjuguée reflue dans le courant sanguin et peut se lier à l'albumine par des liaisons covalentes, formant ce qu'on appelle la bilirubine delta ou la delta bilirubine. D'accord? C'est en fait c'est de la bilirubine qui va se lier d'une manière covalente à à l'albumine. Donc, c'est la bilirubine delta, on va la voir quand est-ce? Quand on a des cholestases. Donc, dans les cholestases, la bilirubine conjuguée reflue dans le courant sanguin et peut se lier à l'albumine par des liaisons covalentes formant la bilirubine delta. Donc, on a la bilirubine non conjuguée qui vient d'être dégradée à partir de l'hème. On a la bilirubine conjuguée synthétisée au niveau du foie. Et on a la delta bilirubine très augmentée, qu'on le voit dans le cadre des cholestases. Juste une petite comparaison entre la bilirubine non conjuguée et la bilirubine conjuguée. La bilirubine conjuguée, elle est hydrosoluble. La non conjuguée, elle est liposoluble, solubilité dans les solvants organiques. Solubilité dans les gaz, parce qu'elle est liposoluble. Filtration par les reins, la bilirubine conjuguée filtre. Non, non, conjuguée. Et puis l'oxydabilité, elle est oxydable. Et la réaction directe avec le réactif de diazotation, avec quoi on va faire le dosage. C'est ce qu'on appelle bilirubine conjuguée ou directe. Voilà, donc voilà, et donc on passe au dosage. Donc le dosage, donc bon, pour le dosage, c'est du sérum ou du plasma. Éviter l'hémolyse, bien sûr, on comprend pourquoi. Et surtout, conservation à l'abri de la lumière. Même si en général il y a des protéines, il y a beaucoup de choses à l'intérieur du sérum et ça peut protéger. Mais si vous avez surtout vous allez doser dans les urines, vous avez dosé dans des matrices où il n'y a pas assez de protéines, donc il faut vraiment la protéger contre la lumière par un papier aluminium voilà, et surtout le doser le plus tôt possible. Même le sérum doit être protégé contre la lumière et doit être dosé dans les 2 heures, moins de 2 heures. Voilà, donc la méthode de dosage, c'est par diazoréaction. Donc le principe de la réaction, c'est l'action d'un diazoréactif, coupure de la molécule de la bilirubine en deux et formation de deux azobilirubines colorées, bleu à pH alcalin et rouge à pH neutre ou acide. Et on va mesurer par spectrophotométrie. Juste qu'il faut, on a le nom que vous allez trouver dans votre bilan. Vous allez trouver bilirubine conjuguée ou vous allez trouver bilirubine directe. Bilirubine directe, c'est la bilirubine conjuguée. Pourquoi on a appelé bilirubine directe? Parce qu'il va réagir directement avec le diazoréactif. Alors que la bilirubine non conjuguée, ou qu'on appelle indirecte, pourquoi indirecte? Parce que pour réagir, elle a besoin d'un accélérateur, et qui est, par exemple, la caféine solubilisée dans du benzoate, le diméthylsulfixide, la diphyline. C'est pour cela qu'on appelle, pour la chimie sèche, c'est pour cela qu'on appelle indirecte. La bilirubine conjuguée, on l'appelle aussi bilirubine directe. Vous pouvez trouver dans votre bilan BD, bilirubine directe, et bilirubine indirecte. Donc bilirubine directe, ça veut dire bilirubine conjuguée. Pourquoi? Parce qu'elle réagit directement, il n'a pas besoin d'accélérateur avec le diazoréactif. Bilirubine non conjuguée, on l'appelle indirecte aussi, parce que pour réagir, elle a besoin d'un accélérateur, voilà, des agents accélérateurs pour réagir avec le diazoréactif.
Donc c'est la technique principale de dosage en général c'est la méthode de la bilirubine, c'est la méthode de Jędrasik et Groff. C'est un diazoréactif, acide sulfanylique diazoté obtenu à partir d'acide sulfanique et d'une solution nitrée de sodium. Donc voilà, c'est le diazoréactif. On va mesurer à pH alcalin, lecture à 555 nanomètres. Voilà, donc c'est ça la réaction. Juste, il faut savoir différencier bilirubine directe, bilirubine indirecte, bilirubine conjuguée, bilirubine non conjuguée. Et pour les dosages, comment on va faire? Donc c'est un diazoréactif. En général, la méthode ou la technique principale qu'on utilise, c'est la méthode de Jędrasik et Groff. C'est le diazoréactif qu'on utilise, l'acide sulfanylique diazoté obtenu à partir d'acide sulfanique et d'une solution de nitrite de sodium à pH alcalin. Voilà, lecture à 555 nanomètres. Donc, la bilirubine totale, c'est la bilirubine directe conjuguée plus la bilirubine indirecte libre ou non conjuguée ou préhépatique, comme vous voulez. Donc, et on rend en général bilirubine totale. La normale, la valeur de référence inférieure à 17 micromoles par litre, et bilirubine conjuguée, directe, inférieure à 6, et on peut calculer la bilirubine non conjuguée. D'accord? On a la bilirubine totale et la bilirubine non conjuguée on va mesurer la bilirubine totale après ajout. Donc la bilirubine conjuguée, on peut avoir sa valeur sur place, et puis après ajout de l'accélérateur, on peut avoir la bilirubine totale et on peut déduire la bilirubine conjuguée. Donc les valeurs de l'adulte, c'est en général au Maroc, on utilise plus le milligramme. Donc la valeur bilirubine totale 4 à 12 mg par litre. Bilirubine conjuguée 0 à 3 mg par litre, donc normalement. Et puis le bilirubine non conjuguée, c'est entre 2 à 10 mg par litre. En général, chez les nouveau-nés, on va trouver une bilirubine totale qui doit être inférieure à 100 mg par litre. Et dû à l'immaturité des enzymes chez le nouveau-né. Mais une valeur qui dépasse la 150 mg par litre, c'est une exsanguino-transfusion, donc il faut une intervention, c'est voilà, donc là, c'est la bilirubine totale, il dépasse les 150 mg par litre. Alors, en général, chez le nouveau-né, il doit être inférieur à 100 mg par litre. Voilà. Puis, alors pour déterminer la valeur de la bilirubine, permet de confirmer donc l'état clinique et son intensité et d'orienter vers l'étiologie de cet ictère selon la bilirubine est non conjuguée, partiellement conjuguée ou après dominance conjuguée. Donc l'ictère conjonctival il est visible à partir de 25 micro alors l'ictère conjonctival en général entre 25 et 45 mg par litre. D'accord? Bon, on voit ici l'ictère conjonctival. Donc un ictère ou jaunisse, c'est une coloration des téguments et muqueuses. Donc c'est la traduction de l'augmentation de la bilirubine sérique. Pas de signe cutanéeux muqueux, en général bilirubine totale est inférieure à 25 mg. Entre 25 et 45 conjonctival, un ictère conjonctival. Un ictère franc sur les téguments et partout, ça, les muqueuses, ça dépasse les 40 mg par litre de bilirubine. Bon, ici, on voit très bien une ictère, voilà, un ictère conjonctival. Donc, pour le nouveau-né, donc l'ictère néonatal est fréquent chez les prématurés, persistance en général entre 2 à 3 semaines, et implique une surveillance particulière en raison des pathologies associées, accentuant le risque d'encéphalopathie bilirubinique.
Voilà. Donc, bon, certains nouveau-nés, en général 30 à 50%, développent à 2 à 3 jours de vie un nectar isolé, modéré, appelé hectare simple des nouveau-nés à terme, ou hectare physiologique, donc, mais ça ne doit pas dépasser les 100. Donc la bilirubinémie est rarement supérieure à 250 micromoles. Donc cet hectare chez le nouveau-né et qui est physiologique et qui est euh, en général euh, hectare simple, qu'on veut dire, ou hectare physiologique. Donc cet hectare il doit régresser avant 10 jours de vie. D'accord. Et s'il y a une persistance à 2 à 3 semaines, donc ici, il implique une surveillance, comme je viens de le dire, particulière. Voilà. Donc, enfants et adultes, la valeur est couramment admise, c'est comme l'enfant et l'adulte ont les mêmes valeurs. Voilà. C'est inférieur à 17 micromoles par litre. Maintenant, on va voir l'exploration au laboratoire de la fonction excréto-biliaire. Et là, on va utiliser, hein, on va manier, si on peut le dire, utiliser les enzymes qu'on a vues. On a vu la phosphatase alcaline, donc on la connaît, comment on dose la phosphatase alcaline, sa localisation. Voilà. Ce que j'ai dit dans le cours sur les enzymes, c'est la phosphatase alcaline est augmentée dans 90% des cholestases et l'atteinte des voies biliaires primitives, cirrhose biliaire primitive. Mais 90% des cholestases, on a la phosphatase alcaline est augmentée. Donc les enzymes, euh, pourquoi on va utiliser les enzymes? Parce que les enzymes de la membrane plasmique des hépatocytes et des cellules bordant l'arbre biliaire peuvent passer en phase soluble. Donc les enzymes qui sont normalement éliminées dans la bile, en cas de cholestase, on les retrouve en excès dans le plasma sanguin, montrant des dommages cellulaires ou des altérations fonctionnelles de la sécrétion biliaire. Donc voilà un exemple, c'est la phosphatase alcaline. C'est une phosphoestérase dont on a vu le mécanisme de dosage. Voilà, c'est une spectrophotométrie. Et la 5' nucléotidase qu'on a vu aussi, c'est une phosphatase alcaline spécifique de mononucléotide. Elle est mesurée conjointement à la phosphatase alcaline sur AMP, donc adénosine monophosphate, en présence du manganèse. Donc voilà. Donc il va hydrolyser la liaison monoester, principalement d'origine hépatique. Il a une activité accrue dans les cholestases. Voilà, donc il est associé au dosage de la phosphatase alcaline. Voilà la réaction donc qu'on a vue. Voilà, on peut mesurer la disparition de l'adénosine par spectrophotométrie sur l'action de la 5' nucléotidase. Une autre enzyme qu'on avait aussi, la gamma-glutamyltransférase. C'est une transférase à activité transglutaminase qu'on a dit, de la membrane hépatocytaire et des cellules de l'arbre biliaire. Donc, euh, c'est en général c'est une glycoprotéine qui est ubiquitaire, mais au niveau du foie, il existe au niveau de la membrane hépatocytaire et des cellules de l'arbre biliaire. Elle est augmentée en cas de cholestase. Donc la plupart des méthodes, on a dit, pour le dosage, c'est une transférase. D'accord. Sur un substrat, à partir d'un substrat donneur qui est gamma-glutamyl 3 carboxy 4 nitroanylide, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, sur un substrat accepteur qui est la glycylglycine. Voilà, et on va mesurer l'apparition du 4 nitroanylide à 405 nanomètres. Voilà, donc la gamma-glutamyl transférase, il est surtout élevé en cas de cholestase. En cas de cholestase,
Mais non seulement les cholestases, mais principalement, on peut la trouver aussi quand on a une cytolyse hépatique, un cancer hépatocellulaire, stéatose hépatique. Utilisation de certains médicaments peuvent élever les gamma-glutamyltransférases. Mais en cas de suspicion de cholestase, on va doser ces trois, donc phosphatase alcaline, 5 nucléotidase et la gamma-glutamyltransférase qu'on appelle gamma-GT, PAL, 5 nucléotidase et gamma-GT. Donc pour l'exploration des cholestases. L'exploration au laboratoire, donc les acides biliaires, donc qu'on a vu, synthétisés par l'hépatocyte à partir du cholestérol, c'est l'acide cholique et l'acide kéno-désoxycholique qui circulent dans la bile conjuguée à la glycine et à la taurine, c'est ce qu'on a vu. Donc en cas d'obstacle à l'élimination de la bile, il y a une diminution de la coloration des selles et des urines. Il y a une technique à la fleur de soufre. Donc les acides biliaires ont des propriétés tensioactives. Donc la fleur de soufre reste normalement à la surface des urines, mais en présence d'acide biliaire, il tombe au fond du verre à pied. Alors il y a la méthode de dosage par diazoréaction. C'est une technique qui est adaptée sur les bandelettes réactives pour la recherche du pigment biliaire. Dans certains cas, on aura recours à la chromatographie gazeuse couplée à la spectro de masse pour les séparer et les identifier. D'accord, vous voyez les valeurs de référence, les acides biliaires totaux inférieurs à 10 micromoles par litre chez l'homme et la femme. Puis le dosage du cholestérol. Enfin, on va voir dans l'exploration de la fonction excrétobiliaire, on va explorer la fonction d'épuration. La fonction d'épuration, c'est l'étude de l'élimination plasmatique de substances exogènes électivement captées par le foie. Donc, l'épreuve à la bromosulfophtaléine, c'est un colorant éliminé par les voies biliaires et un dosage qui est facile par colorimétrie, et on va calculer la clairance, calcul de la clairance, il est renseigné sur la capacité d'élimination, la capacité hépatique d'opération biliaire. En général, le protocole, c'est injection en intraveineuse de 100 mg par mètre cube en sous-cutané et prélèvement pour des dosages après 5, 10, 15 et 20 minutes. Voilà pour une épreuve courte. Pour une épreuve longue, on peut prendre 45, 75, 90 ou 120 minutes. Donc vous voyez ici la pente pendant les 30 minutes. Décroissance de la concentration et suit une loi exponentielle de type C0 exponentielle moins kt. Avec K, c'est la constante caractéristique de la pente hépatique. Il doit être entre 0,12 à 0,140. Il y a d'autres techniques et d'autres substances qu'on peut utiliser. Maintenant, le verre d'indocyanine, utilisation plus récente. Vitesse d'épuration plus rapide. Voilà le protocole. Donc, le verre d'indocyanine est un colorant exclusivement éliminé par le foie sans conjugaison, ni cycle entérohépatique. Sa clairance n'est pas modifiée par une réduction de transport de la bile. Donc sa vitesse d'opération est 90% en 15 minutes. Il est plus rapide que la BSP et son spectre d'absorbance est caractéristique et permet un dosage facile même en cas d'ictère ou d'hémolyse. Voilà, et il y a une autre substance qui est le produit du métabolisme hépatique de la lidocaïne. C'est un anesthésiant local. Voilà, la lidocaïne, c'est le produit de métabolisme de la lidocaïne, le monoéthylglycine xylidide. Le test de MEGX consiste à injecter de la lidocaïne et déterminer la concentration plasmatique de son produit de métabolisme après 15 minutes. Donc l'apparition
de ce produit est retardée en cas d'insuffisance hépatocellulaire, mais aussi par baisse du débit sanguin hépatique lors d'insuffisance cardiaque. Donc ce test il est plutôt intéressant pour l'évaluation fonctionnelle du parenchyme hépatique. Voilà, donc pour après euh, toute après cette introduction, on peut donner une idée un petit peu sur la classification des ictères. Déjà, on a dit que un nectar et les francs supérieurs à 40 mg par litre. C'est un nectar qui est anémique. On a plusieurs types d'ictères. Il y a en premier, c'est l'ictère à bilirubine non conjugué, ou on peut appeler ictère pré-hépatique. Ici, la bilirubine non conjuguée représente plus de 90% de la bilirubine totale. Il y a un excès, soit il y a un excès d'apport ou un défaut de conjugaison. Un excès d'apport, ça veut dire un excès de transformation, de métabolisme, de catabolisme de lait. Donc, les excès d'apport ictère pré-hépatique, c'est en général dans le cas d'anémie hémolytique, les déficits en G6PD, les 6-phosphate déshydrogénase, les microsphérocytoses, les hémoglobinopathies, où il y a une dégradation importante de l'hème. Donc on aura un excès, on aura la première ictère, c'est l'ictère à bilirubine non conjugué. Donc, ou soit il y a un autre mécanisme, c'est les capacités de conjugaison dépassées. Carrément, on peut avoir un autre mécanisme chez le nouveau-né, c'est le défaut de conjugaison. C'est l'ictère de nouveau-né manque de maturité de la glucuronyltransférase hépatique. Le bilirubine total doit rester inférieur à 100 mg par litre passagère sans dépasser un mois. Et puis il y a la maladie de Crigler-Najjar, c'est ictère à bilirubine non conjugué chez le nouveau-né, déficit incomplet ou complet, la maladie de Gilbert, défaut de captation plus déficit en enzymes, les deux. Voilà, et c'est les défauts de conjugation. Et puis on a l'ictère à bilirubine mixte. Donc, c'est l'augmentation des deux fractions, diminution de la conjugaison et l'élimination biliaire. Donc, obstruction des voies biliaires intrahépatiques, tumeur du foie, cholestase au niveau des hépatocytes, donc ictère des hépatites virales ou toxiques, les cirrhoses alcooliques, post-hépatiques, le syndrome de Dubin-Jones et retard. Et puis, on a l'ictère à bilirubine conjuguée. Une augmentation de la bilirubine conjuguée qui ne peut être sécrétée. Augmentation des marqueurs de la cholestase, les enzymes, élimination de pigments et sels biliaires. On aura des sels décolorés par diminution de la stercobilinogène fécale. Donc c'est en général c'est l'ictère à bilirubine conjuguée. Puisque tous ces composés ils ne peuvent pas être excrétés et il y a une augmentation de la bilirubine conjuguée et une augmentation des marqueurs de cholestase, les enzymes et l'élimination de pigments et sels biliaires. On a des sels décolorés par diminution des stercobilinogènes fécales. En intrahépatique, obstruction partielle des canaux intrahépatiques avec diminution de l'excrétion biliaire. Au post-hépatique, donc obstacle sur les voies biliaires, sur les voies de l'excrétion de la bile, le cas des lithiases biliaires, le cas des cancers biliaires ou des cancers de la tête du pancréas. Voilà pour cette première partie où on a traité
une petite introduction et la fonction excreto, la fonction excrétobiliaire du foie.